Bienvenue, maire de la LR de la Garenne-Colombes, conseiller régional également. Aujourd'hui, les mesures sanitaires sont allégées. On rouvre les discothèques, on va pouvoir consommer debout dans les bars. Est-ce opportun ou est-ce imprudent ? Je ne sais pas répondre à cette question, très franchement, parce que je crois qu'il y a une banalisation de la maladie qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'on a encore un mort toutes les 5 ou 6 minutes du Covid aujourd'hui en France, et surtout un système de santé qui reste extrêmement occupé par les malades Covid, et donc nous n'avons pas repris des activités hospitalières normales. Je pense qu'il faudrait... la bonne mesure serait un grand plan pour aller récupérer tous ces patients non Covid qui depuis 2 ans sont abandonnés, les cancers en particulier, les maladies du cœur et les maladies mentales, et qui vont faire des complications dans les mois et les années qui viennent. Il y a des papiers qui montrent qu'on va avoir une mortalité augmentée pour les cancers par exemple du sein, de la prostate, du tube digestif pendant les 10 ans. Donc un grand plan pour aller chercher tous ces patients, moi c'est ça que je ferais. Ça peut se rattraper, c'est-à-dire si on va les identifier, on peut récupérer le temps perdu. C'est ce qui est certain, que si on n'y va pas, on va laisser évoluer des cancers qui vont développer des métastases, etc., etc. Donc, les fibroscopies, les coloscopies qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas permis de faire de diagnostic. On a des gens qui actuellement développent des maladies et qu'on aura du mal à rattraper. Les maladies mentales, les papiers montrent que 50% il y a une augmentation de 50% des tentatives de suicide chez les jeunes femmes, par exemple. Notre système de santé mentale est à plat aujourd'hui, et tous ces gens sont dans la nature. Il faut qu'on aille les traiter, sinon ça va vraiment mal se passer. Mais si on allège les dispositifs, c'est aussi par pression sociale. Les gens en ont assez de cette épidémie. Oui, et puis il y a les élections qui arrivent. Donc, et puis il y a également, quand même, il faut le dire, des mesures qui étaient absurdes. Le coût du café interdit assis ou debout, je sais plus. Enfin, c'est tellement incompréhensible que je sais plus dans quel sens ça marche. Ça, heureusement qu'on le lève parce que ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Les masques à l'extérieur, heureusement que ça a été levé, ça n'avait aucun sens. Donc il y a eu des tas de mesures inutiles qui ont sapé, je crois, la confiance des Français, parce que les gens savent très bien que quand vous êtes dehors, dans une rue tout seul, ça ne servait à rien de mettre un masque, et pourtant on les obligeait. Et donc du coup, ça sape l'entièreté de la confiance qu'on a dans le système. Je pense que c'est ça le sujet. L'épidémie du Covid, elle doit nous apprendre que la grande leçon, c'est la parole publique. Il faut que la parole publique soit moins descendante, moins moralisatrice, pas moralisatrice d'ailleurs, et un peu humble, sachant prendre des mesures qui sont adaptées. Il faut pas il y a eu beaucoup de com, et je pense que ça a été une des grandes erreurs de la gestion de la crise. En même temps, on demande aux gérants de discothèques ce soir de contrôler l'identité des clients pour vérifier que c'est bien leur passe sanitaire. Oui, écoutez, je pense qu'il y aura forcément une cote mal taillée. Il faut d'abord reprendre une vie. Donc moi, je suis le premier à être heureux de reprendre une vie. Simplement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que on aurait pu la reprendre différemment depuis un certain temps, en évitant les mesures inutiles. Et il y a un certain nombre de choses que malheureusement on ne fait toujours pas, comme je vous l'ai expliqué, c'est d'aller chercher tous ces gens qui sont abandonnés et qui vont développer des complications. Pendant ce temps-là, on continue la campagne de vaccination avec un pass vaccinal qui devait se désactiver, qui est prolongé d'1 semaine. C'est une mensuétude compréhensible. C'est une mensuétude préélectorale pour ne pas mettre le corps social à dos. Je crois qu'il y a de cela. Maintenant, je le comprends aussi. Vous savez, les mesures sanitaires ne valent que si elles sont acceptées par le corps social. Donc le gouvernement aussi a raison de prendre la température pour savoir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il serait absolument impossible de reconfiner le pays s'il y avait une immense vague qui arriverait. On voit bien que les gens ne l'accepteraient pas. Donc on est obligé de faire des cotes mal taillées. D'une certaine manière, soyons pragmatiques, c'est probablement aussi ce qu'il faut faire. 3 jours après son meeting raté, Valérie Pécresse doit faire repartir la machine. Comment doit-elle faire ? D'abord, raté, vous y allez. En tout cas, elle n'a pas marqué des points. Voilà, elle n'a pas époustouflé la galerie. Écoutez, je vais vous dire, je pense qu'une élection présidentielle, c'est pas la Star Academy. Et une élection présidentielle, c'est quoi ? C'est un homme ou une femme qui arrive devant le peuple et qui dit, voilà, moi ce que je vais faire, parce que voilà ce à quoi je crois. Elle a fait des propositions dans des tas de domaines. On aimerait que les autres candidats aient aussi des propositions dans tous ces domaines. Donc, je trouve que c'est tout très injuste de dire raté. Elle l'a expliqué elle-même. Elle a dit qu'elle n'était pas une bonne oratrice, c'était un art oratoire qu'elle maîtrisait mal, qu'elle n'aimait pas. Mais en revanche, c'est une faiseuse, c'est quelqu'un qui fait. Voilà. Donc il faut continuer par les propositions. Mais bien entendu. Et puis, regardez, je veux dire que d'un côté, on a une femme qui est présidente de région, qui met en place tout un tas de mesures qui sont d'une très grande efficacité, et de l'autre, on a des gens qui sont en apesanteur, soit qui ne sont pas candidats et qui dépensent l'argent des Français avec Emmanuel Macron. Et puis vous avez les autres qui sont des commentateurs, M. Zemmour, qui a jamais dirigé, je crois qu'il n'a même jamais été chef d'une rédaction, et il nous explique qu'il va diriger la France. Enfin, tout ça est quand même
très, très fou et très absurde. Les propositions, ça marche quand elles accrochent l'attention des Français. On sait que dans les présidentielles précédentes, une ou deux idées comme ça marquent le parcours d'un candidat. Oui, la Starac. C'est la Starac. Oui, la Starac, ça marche. On n'est pas dans la Star Academy. Nous sommes des gens sérieux et d'expérience. Nous sommes l'antithèse de soyez fiers d'être des amateurs d'Emmanuel Macron à ses troupes il y a quelques années. Soyez fiers d'être des amateurs, ça, c'est quoi le sens profond de cette affaire? Ça signifie que l'activité politique serait la seule activité humaine où l'inexpérience serait gage d'efficacité. Vous voyez, vous avez, dans votre vie professionnelle, vous êtes meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez il y a 10, 20, 30 ans, moi, en tout cas c'est mon cas. Emmanuel Macron essaye de vous vendre l'idée que moins vous êtes bon, plus vous êtes amateur, meilleur vous êtes. C'est une forme de populisme? C'est du populisme, évidemment. Je vous donne un conseil. Si vous vous faites opérer demain par un chirurgien, prenez pas un amateur, prenez quelqu'un qui a quelques heures de route. Quand je monte dans un avion, j'aime bien que le gars ait un peu volé plutôt que ce soit un amateur. L'expérience en politique, c'est fondamental parce qu'on sait, on sait la difficulté des choses, la complexité de celle-ci. On sait que c'est pas en un claquement de doigts qu'on va gouverner, réformer la France. Et ça, Valérie Pécresse, honnêtement, est la seule à avoir des propositions qui sont très concrètes. Et sur quoi doit-elle insister? En permanence sur l'économique, le fiscal, ou bien aller vers les thèmes de société? Non, elle l'a très bien dit durant son meeting. Deux choses. D'abord, remettre de l'ordre. Le pays est en chaos, en désordre, dans tous les domaines. Sécurité, l'immigration, pouvoir d'achat. Enfin, on voit bien qu'il y a une crise de confiance du pays. Remettre de l'ordre et en même temps, remettre de la concorde. Le pays n'a plus confiance, ses tripes ne croient plus en la parole publique. Et à partir de là, comment voulez-vous faire société quand vous avez le désordre et l'absence de concorde? L'ordre et la concorde. Est-ce qu'elle ne doit pas beaucoup plus attaquer Éric Zemmour, parce qu'il y a cette droite nationale, cette droite du repli, qui fait entendre ses sirènes auprès des électeurs déboussolés? Mais elle n'a pas attaqué telle ou telle personne, elle déroule son programme. Et en creux, on voit que d'un côté, vous avez... Prenez l'exemple du Burkini. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lutté contre le Burkini. Elle l'a interdit dans les piscines franciliennes. Il y a 10 ans, elle a lutté contre le voile, le voile dans les établissements publics. De l'autre côté, vous avez qui? Vous avez un commentateur. Vous avez quelqu'un qui commente. Il commente. Un théoricien qui a inventé le concept du grand remplacement. Et ça plaît un commentateur. Sur ce grand remplacement, votre position, vous, c'est quoi? C'est une théorie fumeuse, faut pas en parler, Mais c'est la même théorie que Valérie Pécresse, c'est que si vous voulez faire en sorte que ce grand remplacement, ça soit pas une question réelle qui se pose, parce que c'est une théorie aujourd'hui, c'est pas une réalité. Si vous voulez en faire en sorte que ça n'arrive pas, eh bien il faut prendre des mesures. Et ce sont les mesures que nous vous proposons, c'est-à-dire remettre de l'ordre, contrôler l'immigration illégale. C'est ça, en réalité, le fait que quand on devient français, on doit le devenir par adhésion. C'est ce que disait Renan. La nation est un principe spirituel. Ça signifie que je ne suis pas français parce que je veux avoir des avantages sociaux ou par intérêt personnel. Je le fais parce que je crois à une destinée commune. C'est ça qui permet de repousser très très loin cette idée de grand remplacement. Mais est-ce que vous comprenez les électeurs de droite qui se disent oui, mais Nicolas Sarkozy nous avait déjà dit ça, il l'a pas fait, donc aujourd'hui il faut qu'on aille vers du plus brutal? Non, ce n'est pas vrai. Nicolas Sarkozy l'avait fait. Simplement, vous savez très bien que nous ne sommes plus au pouvoir depuis 10 ans. Il faut quand même que les gens se souviennent qu'on a eu 2 quinquennats socialistes, enfin celui de François Hollande et celui de son directeur général, enfin chef adjoint de cabinet, je sais pas quel est le secrétaire général adjoint de Emmanuel Macron, puis ministre de François Hollande. Donc on a eu 10 ans d'un socialisme un peu différent sur 10 ans, mais qui reste du socialisme. La conséquence, c'est qu'on le paye cher. Regardez les vagues migratoires depuis 10 ans, regardez les régularisations de sans-papiers depuis 10 ans. Tout ça est très massif. En fait, il n'y a plus de contrôle. On a laissé le truc filer. À propos de Nicolas Sarkozy, que doit-il faire maintenant pour aider sa famille après les polémiques de la semaine dernière? Moi, je vais bientôt le voir là dans quelques jours. J'ai rendez-vous avec lui. Et la question que vous posez, c'est sa positionnement vis-à-vis de Valérie Pécresse. Il a été clair, il l'a vu. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que Nicolas Sarkozy, qui a créé les Républicains, c'est lui qui a créé les Républicains. Voilà, moi, j'appartiens aux Républicains. Il va soutenir notre famille, évidemment. Il faut choisir le bon moment et puis la bonne thématique. C'est le bon timing. C'est ce que vous lui demanderez quand vous le verrez. Oui, mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde se pose la question de quand
Nicolas Sarkozy va soutenir Valérie Pécresse. En revanche, personne ne pose la question à Emmanuel Macron, quand serez-vous officiellement candidat, même si tout le monde le sait. Ça pose un problème démocratique que le président ne se présente pas, ou alors les excuses, les explications, l'Ukraine, l'épidémie. Je pense que ça pose un problème parce qu'il fait campagne avec des moyens de l'État, très clairement. Aucun élu local, aucun maire, aucun président de conseil départemental ou régional n'aurait le droit de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire de faire des dépenses nouvelles à quelques semaines d'une élection. Ça, c'est interdit par la loi électorale. Or, lui, il le fait d'une manière totalement décomplexée. Il va même inaugurer ce commissariat dont le permis de construire n'est même pas délivré à Nice. Enfin, vous voyez, on est dans de l'hypercommunication. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde le voit. C'est de la com, c'est pas correct. D'ailleurs, il a dit qu'il ne pouvait pas être candidat tant que la crise sanitaire et la crise diplomatique ne seraient pas réglées. Il a fait cette déclaration. Bon, si je le suis, il sera jamais candidat avant plusieurs mois. Un dossier s'est invité dans la campagne, celui du grand âge, celui des EHPAD. Si demain vous êtes le ministre de la Santé ou des Affaires sociales de Valérie Pécresse, présidente de la République, que ferez-vous ? D'abord, moi j'en parle depuis des mois et j'en avais parlé à cette table. C'est vrai, ici même, exactement, avant même le bouquin. Premièrement, il faut favoriser le maintien à domicile par tous les moyens possibles. Deuxièmement, je veux changer le nom des EHPAD, établissements d'hébergement des personnes âgées. C'est pas des hébergements, ça devrait être un domicile. Ça change tout. Si c'est un domicile, l'établissement, ça signifie quoi ? Vous pouvez aller et venir sans l'autorisation du directeur. Vous pouvez avoir votre chat, vous pouvez avoir votre chien, vous pouvez fumer. Il faut changer les bâtiments, il faut faire des immeubles en colocation. Il faut changer le concept de l'EHPAD qui n'est pas un concept, qui était une sorte de petit hôpital sans les moyens, alors que ça doit devenir de domicile. C'est fondamental. Troisième point, il faut mettre des critères de qualité. Moi, par exemple, je pense qu'il faut des critères, qu'on sache combien de douches il y a par semaine par résident, combien durent les repas. Tout ça sont des éléments fondamentaux. Combien de temps on passe pour quelqu'un qui est grabataire au lit, en dehors du lit ? Un cahier des charges. Un cahier des charges. Le contrôler et fermer les établissements qui ne respectent pas cela avec des contrôles inopinés, ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de contrôle inopiné. Quand on contrôle un EHPAD, il faut que les gens le sachent. On les appelle avant en disant « préparez-vous, on arrive ». Emmanuel Macron a nommé au Conseil constitutionnel une proche de François Bayrou, Jacqueline Gouraud. Richard Ferrand a choisi une magistrate qui a traité une des affaires le concernant jadis, contestable. Écoutez, petits arrangements entre amis, manifestement, non ? C'est ça, une fin de règne ? C'est une des expressions de fin de règne. Je pense que, je sais pas, Jean-François Revel qui disait de François Mitterrand gère la République comme on gère un bar, c'est-à-dire à son profit. Philippe Gérin, merci, bonne journée.